Bonjour, bienvenue dans le podcast sur le tabac, tu manques pas d'air. Je suis Astrid Malone et la semaine prochaine, ça fera 3 ans que j'ai arrêté de fumer. Yeah! Hashtag placement de life, je sais, mais j'adore les dates. C'est pour ça que j'avance la sortie de cet épisode d'un jour, parce qu'il est particulier pour Joseph, mon invité. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire du décès de sa maman, qui a eu un cancer à cause de la cigarette. On en parle, et on parle aussi de comportements addictifs, de constellation familiale, de syndrome de flipper, théorie très pertinente que Joseph a bien compris. Et on aura aussi le droit à une anecdote de la honte. Joseph est doucement, mais sûrement, en train de se sevrer. Et il nous raconte comment il procède pour prendre soin de lui. Sans compter qu'il a un cœur immense, qui déborde d'émotions. Mais ne vous y fiez pas complètement. Sous ses airs de chaton, Joseph, il manque pas d'air. Merci de jouer le jeu. Avec plaisir. On va d'abord vérifier si tu manques d'air ou pas en montant 5 étages. J'ai quand même été danseur professionnel, donc je pense que j'ai une condition physique pas dégueulasse. Ok, ça se la raconte déjà, on va vérifier. Non, je fais le malin, mais je sais pas si ça va. Pour l'instant, au deuxième, ils sont pas si rudes que ça. Ça y est, on est arrivé. Comment tu te sens? Ça va, franchement. Bon, je suis un petit peu essoufflé, mais. C'est normal, ça reste quand même une petite centaine de marches. Oh. Bienvenue. Je te prends au dépourvu, mais bon, c'est un peu le but, comme ça, il y a... Surprise. Ouais, c'est ça. T'as autant de jokers que tu veux. Ok. Tellement j'ai de questions. J'insisterai pas si tu me dis, vas-y, non, ça, on s'en fout. Ok. Je suis un peu essoufflée quand même. Tu sais, je fais ma maline et tout, mais en vrai, je suis pépée. Parce que toi, t'es ton fumeuse. Ben, moi, j'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. Ok. Putain, non, 3 ans dans un mois. Bravo. Ouah, merci. Écoute, est-ce que tu as envie de te présenter? Ouais. Genre prénom, âge Ouais. Ben, je m'appelle Joseph, j'ai 32 ans, je suis taureau, je suis né à Chartres, en Eure-et-Loire, donc dans le sud, pas très loin d'ici. Je suis thérapeute en constellation familiale. Mais arrête. Non. Incroyable, j'adore. Voilà, donc là je suis en transition, j'arrive de 8 ans à Bruxelles, donc là je fais un peu de restauration pour avoir un statut, CDI, Sécu, un peu de sous, faire un réseau et tout ça. Mais voilà, du coup je suis thérapeute, j'étais danseur professionnel, j'ai fait le Conservatoire national de Lyon en danse contemporaine, et puis après je me suis formé en art-thérapie. Et j'ai fait pas mal de travail social aussi, on a monté une association qui s'appelle les Gastrosophes à Bruxelles. Récupération d'invendus alimentaires pour faire des repas semi-gastronomiques pour des gens qui n'ont pas d'argent. On faisait des événements au SAMU social, des trucs comme ça. Et puis j'ai été veilleur de nuit dans un hôtel d'urgence pour femmes sans chez soi, qu'on a ouvert avec une association qui s'appelle Douche Flux. On a réquisitionné des auberges pendant le premier Covid. Et c'est un projet qui a tenu 3 ans. Moi j'ai travaillé 2 ans à temps plein là-bas. Donc voilà, de l'art, du social, Wow. de la thérapie, faire sens, faire connexion, ça me correspond bien. Et je suis poète, là j'ai sorti mon premier recueil de poésie, voilà. Et si les gens veulent lire tes poèmes, on trouve ça où? On mettra mon Insta où c'est pas encore que de la poésie, mais si les gens ça les intéresse, ils pourront me trouver. Waouh, génial. Quelle vie riche. J'aurais plein de questions passionnantes sur chaque épisode de ta vie, mais je vais d'abord me focaliser sur... Ça manque pas d'air, on est là pour ça. Yes, parce que quand tu m'as vu interviewer quelqu'un dans le QG que je squatte, dans lequel tu travailles, tu m'as fait comprendre que toi aussi, tu avais un lien très fort avec la cigarette. Ouais. Je suis en transition, donc je me suis mis à la cigarette électronique depuis le 7 décembre. Ce qui me permet de fumer au quotidien pas plus de 4-5 cigarettes. J'essaye de me mettre ce palier-là d'abord. Après, c'est vrai que quand je bois un coup et que je sors, voilà, là je compte plus et voilà. Et je fais par palier parce que je sais qu'avec moi, la frustration, ça ne marche pas. J'ai déjà fait 3 mois de tabacologie avec une tabacologue à Bruxelles. Génial, tu peux nous raconter un peu à quoi ça ressemblait? Attends, avant de nous dire ça, tu peux me dire quel genre de fumeur tu es ou tu étais? Gros fumeur, 15 clopes par jour. J'ai été un très gros fumeur de pétard pendant 10 ans, ça j'ai complètement arrêté. Génial. Ouais, gros fumeur. Et depuis toujours? Depuis mes 13-14 ans, quoi.
Ok. Là, j'en ai 32, ça va faire 20 ans aussi. Et c'est aussi ça qui me fait me dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Parce que malheureusement, ma mère est morte d'un cancer du poumon. En fait, elle a fait un premier cancer en 2011, poumon-cerveau. En fait, c'était un cancer au poumon qui a fait des métastases au cerveau. Et Wow. miraculeusement, ils ont réussi à lui envoyer un bout de poumon, ils ont réussi à opérer son cerveau, voilà. Elle est restée en vie pendant 7 ans et elle a continué à fumer, en fait. C'est pas vrai. Donc si tu veux, il y a un vrai délire. Elle est partie en février, le 15 février 2018, là. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu Waouh. toujours émotionnel cette période-là. Et puis ouais, j'ai continué à voir ma mère fumer des clopes après un énorme cancer. Elle a mis plus d'1 an et demi à s'en remettre. Et puis c'était plus la même personne quand il commence à toucher au cerveau et tout. Mais bon, voilà, au moins elle était là, quoi. Et ouais, donc ça me pose énormément de questions. Et maintenant qu'elle est plus là, c'est certainement des fausses croyances, mais pendant un temps, je me disais que arrêter la cigarette, c'était comme finir le deuil, quoi, comme s'il n'y avait plus rien qui nous reliait. C'est très bête parce que c'est un truc hyper toxique et que comme ma maman elle a eu ce cancer des poumons, moi j'ai 50% de chances de plus que la moyenne de l'avoir. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait des démarches avec la tabacologue, que là je me mets à la cigarette électronique, que voilà. Mais je pense que ça va être long et j'espère qu'il va pas falloir qu'il m'arrive un truc pour que j'ai un déclic, quoi. Hmm. C'est surtout ça. Parce que j'ai vu que ça n'avait même pas fait déclic chez ma mère. Donc voilà. Bah, je suis pas au même endroit de mon travail sur moi, évidemment, Non, bien mais sûr. voilà, quoi. Après, tu sais, on parle du déclic, mais le déclic, c'est justement juste le déclencheur. Après, il y a des choses à mettre en place qu'on fait pas, de l'aide à demander, on y arrive, on n'y arrive pas, la bonne personne au bon moment ou l'inverse. Donc, il y a le déclic et qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi. Donc, peut-être que d'une certaine manière, tu en as eu des déclics, ta maman, son comportement, son décès et mille autres choses, mais il n'y a pas encore eu la construction qu'il faudrait derrière. Et ça se trouve, ce podcast va être ton déclic. Mhm. Bah, du coup, la cigarette électronique, c'est déjà un truc, quoi. Hein. Parce que je me rends compte que ça me fait quand même fumer beaucoup, beaucoup moins de cigarettes. Alors du coup, tu vois la différence, je veux dire, dans ta santé, dans ton... Pas trop, hein. Ok. Pas trop. Comme je te dis, moi, j'ai commencé la danse à 5 ans. Ouais. Et je faisais entre 8 et 20 heures de danse par semaine toute ma vie, plus la formation, plus voilà. Donc ça m'a jamais empêché de rien, j'ai jamais eu des souffles au cœur, j'ai jamais eu, enfin, Mm. ça ne m'empêchait pas de faire les spectacles d'1h15 si ça durait 1h15. Enfin, tu vois, Mm. c'est un peu ça le problème aussi, c'est que ça m'a jamais empêché de rien et ça a pas trop. Ouais, tu n'as pas d'effet secondaire J'ai finalement. pas d'effet secondaire, non. Bah si, l'effet secondaire c'est la thune. J'avoue. Punaise, parce que là, oulala, ça coûte cher, cher, cher. Mais ouais, non, non. Bah, mais justement, là, j'ai envie de réagir avant qu'il y ait des effets secondaires, ce serait trop con, quoi. T'as déjà essayé d'arrêter de fumer? J'ai essayé d'arrêter quand je suis allé voir cette tabacologue. Ah oui, alors raconte cette tabacologue. Alors, du coup, ouais, parce que j'ai un comportement addictif. Mhm. Donc, ça part du sucre et c'est aller très loin dans plein d'essais de choses, voilà. Le sexe, à un moment, ça a été vraiment pas sain non plus. La cigarette, le pétard, l'alcool. Enfin bon, je cumulais pas mal de trucs. Donc je me suis dit, addicto. On va aller voir une addictologue. Et puis il se trouvait qu'elle était quand même spécialisée dans le tabac. Donc je me suis dit, bon, bah c'est cool. Et alors, elle avait une technique qui était complètement parallèle en fait. C'était une sorte de kinésiologie, EMDR. Elle me faisait répéter des phrases, elle me faisait bouger je faisais des mouvements avec mes yeux et tout. Et ça faisait remonter des émotions. Une fois par semaine, je sortais de chez elle, je pleurais pendant 1 heure et demie, ça me Wow. brassait. Donc c'est là que je me suis aussi fort rendu compte que les addictions disent des choses très clairement sur nos traumas, nos émotions, comment on vit le monde, qu'est-ce qu'on fait taire à l'intérieur de nous. Et donc je travaille avec elle pendant 3 mois, j'arrive à fumer genre 2-3 clopes par jour, ce qui était vraiment une victoire énorme pour moi. Et puis j'arrête au bout de 3 mois, et là j'ai réussi à arrêter de boire. Incroyable. Et je suis resté à 2-3 cigarettes pendant 2-3 semaines, et puis après j'ai repris. Mais j'ai arrêté de boire pendant, je sais plus exactement, mais quelques mois, quoi. Et ça m'a fait aussi dire que je pense que dans notre inconscient,
n'importe quelle drogue que ce soit, elle a une fonction. Et elles ont peut-être un peu les mêmes fonctions en fait. Donc du coup, le fait d'arrêter de boire, c'était déjà j'enlève une couche de quelque chose et j'accède à une émotion ou quelque chose que j'étais pas en capacité de visiter, ou je m'anesthésie un peu moins, ou voilà. Mais du coup, ouais, non, la cigarette, je sais que ça va être rude, donc là, voilà, bah, faut y aller quoi. Et je pense que je vais retourner voir un autre addictologue. Voilà, pour ne serait-ce que parler, voir un peu s'ils ont des tips, peut-être des mots aussi qui vont faire d'un coup, je sais pas, ou quelqu'un qui va me faire peur. Je sais pas trop par où ça va passer. Mais j'ai envie que ça avance en tout cas. Déjà la CE c'est bien, et j'ai envie que ça avance. Et du coup, tu disais que tu avais arrêté l'alcool. Donc là, t'en es où? T'as diminué ou ça dépend des jours? Là je me laisse tranquille. Ok. Je me laisse tranquille parce que... en fait là je sors de 5 ans de thérapie avec les constellations familiales. Moi en tant que praticien, mais aussi moi en tant que constellé. Et c'est très frontal et ça fait bouger beaucoup de choses, mais en fait, on a aussi besoin de temps de digestion. Et, en fait, je connecte aussi la cigarette et les addictions à un manque d'amour de soi, ou à un endroit comme ça où on est tous un peu maso, mais en fait, voilà, là, si c'est au quotidien, c'est qu'on se fait mal au quotidien, c'est est-ce qu'on veut mourir plus vite, c'est est-ce qu'on on se considère pas assez pour prendre soin de soi. Et je me suis trouvé toujours très violent avec moi. Et donc, je me suis dit, bah là, maintenant, en fait, on va essayer la douceur, quoi. Et tout ce chemin thérapeutique m'a vraiment aidé à m'aimer, à me mettre au premier plan, à mettre des limites, à dire non, parce que non aux autres, c'est oui à nous. Et donc voilà, donc j'essaye la douceur, j'y vais tranquillement. S'il y a des soirs où je fume 10 clopes parce que j'ai bu 2 ginto et que je suis un peu pété, et ben j'ai fumé 10 clopes. Et puis ben on fera mieux demain. Et puis j'ai plus envie, voilà, de m'accompagner plutôt que de me juger et de me taper dessus. Donc ouais, je pense que là en ce moment, je suis en pleine transition, j'arrive de 8 ans de Bruxelles, j'ai un nouveau taf, des nouveaux colocs, une nouvelle vie, Saint-Ouen, je mets en place des trucs pour la poésie, je mets en place des trucs pour les constellations, l'URSSAF, monter ma micro-entreprise. En fait, je vais pas commencer là à rajouter un truc en plus sur ma to-do list et à me dire, ah bah c'est pas bien Joseph, aujourd'hui t'as fumé 6 clopes quoi, tiens. Non, c'est bon en fait. Donc là, je vis ma vie. Et puis, quand les choses auront commencé à bien s'ancrer, à s'enraciner, quand j'aurai plus de repères, je retournerai voir un addicto et j'essaierai de mettre en place autre chose que la cigarette électronique. Peut-être essayer les patchs, peut-être essayer je sais pas quoi. Mais là, pour l'instant, dans cette phase, j'ai déjà bien carburé en 2 mois, donc voilà. Et puis en plus, tu es quand même passé à la cigarette électronique, donc tu Oui, fais quand même donc une je fais certaine quand même démarche. quelque chose. Ouais, C'est pas rien. exact. Et simplement pour ceux qui... Parce que nous, on va dire constelle, on voit ce qu'on veut dire. Mais constellation familiale, pour les auditeurs et les auditrices qui ne voient pas ce que c'est en En 3 phrases. 3 phrases, c'est une façon de mettre une demande, parce qu'on n'appelle pas ça un problème, mais une demande en 3 dimensions dans l'espace. Donc on peut travailler à deux, le thérapeute et la personne, et alors on va utiliser des tasses, des figurines ou des papiers dans l'espace. Et ça se fait aussi en groupe, donc là on est une vingtaine, et on va demander aux gens de représenter soit les concepts, soit les personnes qui font partie du problème de la relation. Et donc c'est hyper frontal, c'est hyper direct, ça se passe dans l'espace. Ça me connecte très fort à la danse, hein, parce que c'est un peu chorégraphique comme ça. Et en fonction de la demande, j'ai un problème de relation avec ma mère. Et ben, on va venir placer la personne dans l'espace, une personne qui va représenter sa maman. Et puis en ayant discuté un petit peu avant de lancer la constellation dans l'espace, moi je me rends compte qu'il y a déjà un truc peut-être avec la grand-mère, que ça vient peut-être de plus haut. Donc voilà, c'est un outil de systémique, de psychogénéalogie, et un outil énergétique qui permet de débloquer les émotions, euh, et qui nous empêche en fait d'être à notre place, ou de lancer des projets, ou de réussir à emmagasiner de l'argent. Souvent tout vient, en tout cas on cherche toujours d'abord autour du père, de la mère, de la place dans la fratrie, et puis après cet outil est absolument incroyable parce qu'on peut faire des constellations de chakras, de bilan énergétique, de nos personnages intérieurs aussi, notre gendarme, enfin voilà, et voilà. Très bien résumé en 3 phrases.
Bah, c'est difficile parce que tant qu'on ne l'a pas vécu une fois, même en individuel, on se dit C'est mais c'est vrai. quoi ce truc de you-you quoi. Alors qu'en fait c'est hyper puissant, hyper direct et ça pourrait accompagner énormément de gens. Mais ça n'existe que depuis les années 60, c'est Bert Hellinger qui a créé ça après pas mal de voyages chez les Zoulous en fait. Il a ramené des rituels africains qu'il a adaptés aux familles européennes et voilà. Donc, Est-ce que la cigarette est arrivée dans le champ des constellations familiales que tu avais pu faire? mes addictions, ouais, bien sûr, j'ai constellé mes addictions. Ouais. Ah, t'as envie de nous en parler un peu ou... Alors, je peux pas parler des miennes parce que je me souviens pas trop. En tout cas, je peux parler d'une constellation d'une femme avec qui on a travaillé dans un groupe. Et c'était vraiment le bordel dans son chant, ça allait dans tous les sens, il y avait de la colère, de la tristesse, c'était très bizarre. Et à un moment, la constellatrice qui animait a mis la bouteille comme représentant de l'alcoolisme familial. Je crois aussi qu'elle travaillait sur l'alcoolisme, voilà, bon, une addiction comme une autre. Et au moment où elle a mis la bouteille, tout, tout le chant s'est figé et tout le monde regardait la bouteille. Et c'était trop bizarre. Donc je pense aussi que les addictions, que ce soit les cigarettes et tout ça, ça parle aussi de nos familles, de comment elles ont géré ou pas géré les émotions, les traumas. Ça parle aussi de comment nos mères se sont comportées quand on était dans leur ventre, toute la vie intra-utérine. Est-ce qu'elles ont fumé, elles n'ont pas arrêté, est-ce qu'elles ont arrêté? Moi, ma mère n'a pas arrêté de fumer hein, pendant les grossesses, ces 4 grossesses. Donc je pense en fait que je suis né, j'étais en sevrage. J'étais déjà en sevrage de nicotine, c'est quoi ce bordel quoi. Donc voilà, ça, de la cigarette ou d'une addiction, c'est une super porte d'entrée, mais on se rend pas compte à quel point derrière Ouais. ça parle de nous, ça parle de nos ancêtres, ça parle de la famille, ça parle de plein de choses quoi. Et donc toi, t'as vu ta mère reprendre la clope après l'opération. Un délire. Ah non mais un Tu te souviens de comment ça s'est délire. passé? Enfin, tu l'as vu fumer en mode ouais, bon, bah tant pis, ou il y a eu un pétage de câble? Je pense que j'ai énormément jugé ma maman quand elle faisait ça. Et j'ai pas envie de retourner à cet endroit-là. Ok. Mais en fait, il y avait de l'incompréhension. Il y avait vraiment de l'incompréhension. Ma maman, je pense qu'elle était dans une profonde dépression pendant des années. Et c'est une génération, les années 50, où ils prenaient pas soin d'eux, on n'allait pas avoir de psy, il n'y avait pas autant d'outils thérapeutiques que nous, on a, tu vois. Mm. Et donc, ils ont eu des vies, je pense, d'enfance assez compliquées. Son père était militaire. Ça a dû être très dur, je pense, pour ma maman. Des trucs pas cool, vraiment. Je me disais, est-ce qu'il y a une volonté de mourir plus vite? Tu vois, vraiment une sorte de suicide à petit feu, littéral, quoi. Mm. Et alors, je me posais la question, mais alors pourquoi elle a lutté contre le premier cancer, tu vois? Aujourd'hui, je sens cette espèce de double mouvement de, en fait, je veux mourir, mais en fait, maintenant que je suis face à la mort et à la maladie et que j'en chie, là, je vais me battre. Mais pour reprendre pareil derrière, vraiment, ça fait pas sens pour moi. Je sais pas ce qui se passait dans sa tête. Après, Je sais pas. l'une des théories, c'est que refumer après un cancer du poumon, c'est bien la preuve qu'il y a un gros problème d'addiction avec cette putain de drogue. On a envie de te dire pareil. Bah, pourquoi tu fumes? Parce que c'est hors champ du bon sens. Et là, C'est toute la complexité de l'humanité, en fait. Enfin, on n'est pas Bouddha peut-être, mais on n'est pas un. On est des kaléidoscopes à l'intérieur, on est des boules à facettes, et on a plein de personnages intérieurs. Et ceux de l'enfance, ceux de l'adolescence, ceux qui ont envie de faire bien les choses, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui se taisent, ceux qui hurlent, et ceux qui fument. Et ceux qui fument, quoi. tu pourrais dire que tu as plus de recul ou de compréhension sur son comportement? Sans forcément comprendre, mais peut-être avoir une forme d'empathie ou... Ouais, je suis en empathie, et surtout, je me rends compte que dès que je suis un peu dans la douceur, les choses, elles bougent. Et du coup, la cigarette électronique, j'étais là en mode non, mais moi j'ai vu un documentaire Arte, les filles, parce que mes 2 grandes sœurs ont arrêté de fumer, là, ça y est. Mais par contre, elles vapotent matin, midi et soir pendant la nuit et tout, genre tu les entends là. Enfin bon, c'est un délire. Mais bon, au moins c'est plus la nicotine. Enfin, c'est de la nicotine, mais c'est plus, ça attaque plus les poumons. Mais attends, qu'est-ce que j'allais partir sur quoi? Oui, j'ai vu un documentaire Arte sur les vapotes. Non, mais ça peut te mettre de l'eau dans les poumons. Non, mais de toute façon, Joseph, c'est sûr que c'est pas bon de fumer.
Donc, que ce soit la vapote ou quoi, mais la vapote, c'est quand même moins pire, tu vois. Et donc, voilà, je suis rentré un peu en négociation. Et puis le 7 décembre, on m'en a filé une. J'ai dit, bon, bah, allez, on essaye. Et puis, bon, là, pour l'instant, c'est en dents de scie. Je suis entre 3 et 5 clopes par jour, sauf les jours d'apéro. Et j'ai voulu essayer le 7 janvier, là, de faire que la clope électronique. Mais j'ai vécu une période un peu émotionnelle compliquée, là, avec la mort de maman qui arrive et tout. Enfin, beaucoup de changements dans ma vie aussi. Tu prends soin de toi en étant plus doux dans le timing. Ouais, dans le process, quoi. Là, c'est des trucs un peu, voilà. Et puis après, moi, j'ai développé enfin, c'est pas moi qui l'ai développé, mais moi, je l'appelle comme ça. Le concept du flipper, le syndrome du flipper, tu vois. Vas-y. C'est quand tu te frustres, tu tires sur le truc pour envoyer la balle, tu tires, et en fait, le jour où tu lâches, tu vois, c'est catastrophique, tu vas faire un blackout, fumer 40 clopes, et nanani et nanana, et tu vois, enfin, voilà. Donc, c'est pas viable. Je pense que pour personne, le syndrome du flipper, ça marche pas. Parce que le jour où ça explose, c'est cata, quoi. Et après, c'est aussi le pourquoi tu le fais. Pourquoi j'ai envie d'arrêter de fumer, tu vois. Mais en fait, quand je me pose cette question à moi-même, et c'est là que j'entends très clairement au moins deux parties différentes. Il y en a une qui dit, mais moi j'ai pas envie d'arrêter de fumer, j'adore fumer, tu vois. Et il y a l'autre qui dit, bah ouais, mais en fait, même si tu veux pas vivre jusqu'à 102 ans, ce serait chouette que tu puisses vivre encore une trentaine d'années sans problème de santé, sans être obligé de passer par un cancer, sans être obligé de faire revivre ça à ta famille. Enfin voilà quoi. Donc clairement ces deux parties sont encore très très là et puis bah écoute, je fais de mon mieux en fait. Voilà, pour le moment je fais de mon mieux. Est-ce que genre t'as lu les bouquins Alan Carr ou les choses comme ça? Alors j'en ai... non. Ah, c'est quoi ce petit regard? En fait, à Bruxelles, je me baladais, j'achète tout en seconde main. Je me baladais dans une bibliothèque seconde main et j'ai trouvé un petit livre de 50 pages sur arrêter de fumer, nanani, nanana et tout. Et en fait, je l'ai commencé et puis bah, je l'ai posé, je l'ai jamais fini quoi. Donc il n'y avait pas encore cette volonté de... Donc non, j'ai pas utilisé de technique comme ça. J'ai vraiment, à part la tabacologue, j'ai pas fait d'acupuncture. On m'a dit que les trucs des oreilles, ça marchait super bien. L'hypnose, j'ai pas fait encore. On m'a dit que ça pouvait vraiment être... voilà. Mais je pense qu'il faut que je sois d'abord un peu aligné à l'intérieur, que cette partie qui veut pas arrêter, qui dit mais non, mais moi j'adore, voilà, que j'arrive un peu à lui dire bon, ce serait bien qu'on essaye de faire autrement, parce que je sais que j'arriverai pas à faire la clope plaisir, tu vois. Ouais. Mon père, il est incroyable pour ça. Je l'ai vu fumer ces Benson Gold là, il fumait une clope après le repas et c'était un plaisir. Son paquet il durait 6 semaines et c'était pas à chaque repas et c'était vraiment... Enfin, j'ai eu aussi l'exemple de ce truc-là de contrôle de soi. Mon père est très comme ça. Peut-être trop. Et, mais en tout cas, j'ai eu cet exemple aussi du fumeur plaisir, quoi. Et, mais ils sont pénibles, ceux-là, le juste une comme ça de temps en temps. Et ça leur coûte rien. Et voilà, moi je sais que je sais pas faire ça. Comment tu sais que tu sais pas faire ça? Ben, je mange un bonbon, je bouffe le paquet dans les 20 minutes, tu vois. Je bois un verre, j'ai envie de... Je veux la bouteille de Chablis. Je suis pas encodé comme ça, en tout cas. Dans mon cerveau, ça marche pas comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. Donc c'est pour ça, la CE, voilà. Peut-être que si j'arrive à faire que la CE, puis peut-être après le patch, et puis tu vois... Je pense que ça va être par escalier. Quoi. Donc en gros, tu as une malle avec plein de petits tips dedans à essayer au fur et à mesure de ces prochains temps où tu te sentiras prêt. Tu sais que tu peux piocher dedans et tu vas faire ça avec douceur. Et puis aussi, je suis suivi, du coup, depuis que maman est décédée, je fais un cancer des poumons par an. Et tu fais une radio. Radio, ouais, pardon. J'ai dit un cancer. Oh, le lapsus, j'ai dit un cancer du poumon. On va complètement garder ce lapsus dans le podcast. Putain, mon petit chat. Il est énorme celui-là. Ouais. Flag. Voilà, bah en plus comme je suis un peu fatigué, gueule d'homme et tout, là, laisse tomber. Bon, bref, donc je fais une radio des poumons par an. Et voilà, et je prends soin de ça, et je vois bien que ils sont pas dégueux mes poumons, hein, mais il y a des petits trucs là, et ça, voilà. Donc je me fais aussi un peu, j'essaye de me faire aussi un peu peur pour me dire qu'à un moment, il va falloir que ça bouge vraiment, quoi. Ouais, tu te disais tout à l'heure que peut-être pas forcément un déclic, mais si quelqu'un te faisait peur, tu pourrais fonctionner comme ça. Ouais, mais en fait, le médecin qui suivait ma mère, l'oncologue qui suivait ma mère, nous l'a dit, tu vois.
mais j'en avais rien à kicker. Moi, j'étais dans une tristesse infinie. Je voyais ma mère en train de lutter contre un truc. C'était horrible. En plus, à cette époque-là, j'étais en formation à Lyon, donc je pouvais rentrer que très rarement. Donc, je culpabilisais de malade. Enfin, bon, moi, ce qu'il disait, le médecin, j'en avais rien à kicker, quoi. Tu vois, c'était genre, allez, allez. Et là, c'est revenu. Mes sœurs me l'ont redit. Elles m'ont dit, tu sais, Joseph, c'est quand même 50% de chance de faire comme maman, quoi. Donc, Je le connaissais pas, ce chiffre. Donc c'est parce que tu as grandi dans un environnement de fumeur ou... que ma mère a fumé pendant nos grossesses, qu'on a commencé très jeune, qu'on fumait beaucoup et pas que des clopes. Voilà, et du coup, il y a le truc du gène, quoi. Le gène de ce cancer-là, si Ok. ma mère l'a fait, c'est pas que parce qu'elle était fumeuse. Je pense pas. Moi, je pense aussi que le cancer dit quelque chose Ouais. de son endroit. Pour moi, la symbolique des poumons, c'est quand même la respiration. C'est la première danse du corps. C'est entrer, sortir. C'est quand même très symbolique. C'est sur le plaisir de la vie, quoi. Enfin, juste le mouvement de la vie, quoi. Toi, la respiration, en plus, en tant que danseur, ça doit prendre une place importante. C'est primordial, en fait. C'est vraiment primordial. Si tu es bloqué dans ta respiration, tu vas bloquer tes hanches, tu vas bloquer tes genoux. Il y a des mouvements qui passeront pas. Il y a des choses techniques comme des tours qui passeront pas. T'en passeras un, mais t'en passeras pas deux, trois avec fluidité et grâce. T'as une technique de respiration à donner Ouais, j'ai un super exercice Vas-y. qui fonctionne très vite et tout de suite. C'est quand on sent qu'on est peut-être un peu en crise d'angoisse ou quand on commence une méditation ou un cours de yoga. On inspire sur 2. 1, 2. Et on expire sur 4. 1, 2, 3, 4. Et après, on inspire sur 2. Enfin, tu fais ça jusqu'à ce que tu sois bien à l'aise avec l'expire. Et quand tu es bien à l'aise, tu inspires sur 3 et tu expires sur 6. Tu doubles toujours Tu l'expire. doubles l'expire. Inspire sur 4 et expire sur 8. Et alors, ça te... T'es un accordéon après. Vraiment, c'est super pour toutes les petites alvéoles des poumons, c'est super pour l'oxygénation du cerveau et des muscles. Tu l'utilises souvent Ouais, au ouais, hasard de ta ouais. journée, d'un coup? Non, mais je fais quand même beaucoup de yoga, je m'étire, je fais du pole dance et de l'escalade aussi. Donc, le corps, ça fait vraiment partie de... Faire des choses avec mon corps, c'est vraiment important pour moi, ça fait partie de mon équilibre. Et donc, bah oui, la respiration, les méditations aussi, j'adore. J'adore toute cette partie un peu plus spirituelle que les constellations m'ont permis d'ancrer dans des rituels, dans des pratiques, dans des voyages, je veux dire, dans ma tête. Et donc la respiration aussi est très très importante pour ça ouais. Pour débloquer les émotions, pour... Quand tu fumes, t'as l'impression d'avoir un temps de respiration pour toi? T'associes ça à ça? Parce que c'est le paradoxe de cet outil qui nous donne un temps de pause, de Ouais. respiration, alors qu'en fait, ça nous asphyxie en même temps. En même temps, bah ouais, je crois que c'est exactement ça. T'arriverais... C'est vrai que c'est bizarre ce truc. Mais en fait, t'as vraiment mis le doigt. C'est comme je te disais, mais les deux parties, c'est comme le truc du flipper, on veut pas. C'est en même temps, quoi. Tu vois, il y a vraiment ce truc du en même temps. En même temps, j'ai l'impression de prendre de l'air, de l'oxygène, de m'accorder une pause, voilà. Et puis la nicotine aide énormément à la concentration, hein. Ça, c'est quand même scientifique. Et c'est la drogue qui monte le plus vite au cerveau. Et ouais, t'as vraiment mis le doigt sur cette espèce de paradoxe où j'ai besoin de venir m'asphyxier à un endroit pour me donner un endroit de respiration. C'est très très particulier. Mais en fait, moi je vais revenir bien plus avant dans l'histoire de la civilisation. La plante tabac, c'est une plante sacrée chez les chamans. C'est vrai. C'est vraiment Espiritu del tabaco, ils disent, et c'est vraiment une plante sacrée. Il y a du tabac liquide aussi qu'on va sniffer pour nettoyer tous les sinus et tout le canal vertical, chakra couronne, troisième œil. Il y a une vraie symbolique, c'est un vrai esprit qui accompagnait les rituels. Et moi, c'est un constat aussi que je fais, c'est que je pense que les addictions, elles viennent combler un énorme trou qu'on a chez nous, Européens, depuis que les druides ont été butés par Jules César et qu'il n'y a plus de spiritualité. Il y a des religions, il y a des dogmes, mais on ne se sent plus connecté verticalement, on se sent plus connecté les uns avec les autres, les lobbies, tabac, société, capitalisme, consommation, bref, tout ce qu'on vit
nous empêche d'accéder à cette partie d'invisible. On n'a plus de mots pour en parler, les gens n'ont plus un truc un peu plus grand que nous, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais sans dogme, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression que quand on voit tous ces gens... toutes ces drogues qui fonctionnent énormément, la cocaïne qui circule énormément dans tous les milieux. Maintenant, tu vas au fin fond du Berry, y a moyen de trouver un gramme de coke, quoi. Tu vois, c'est un délire. Et je pense que ça, par contre, c'est un indice macro d'un besoin de la société. De retrouver des exercices de spiritualité qui sont pas des dogmes, qui sont pas on doit faire ça, mais qui nous permettent aussi de nous rencontrer à un autre endroit et de voir les choses un peu différemment, quoi. Et donc oui, la cigarette est poétique, les volutes c'est magnifique, et en même temps, comme je te dis, il y a aussi un truc un peu, chez moi, un peu chamanique, quoi, où voilà, c'est... Mais après... on reste dans une addiction basique qui va finir par faire des dégâts si ça continue encore 10 ans. Donc il faut rester bien cadré, pas trop partir trop loin. Mais je pense vraiment que, ouais, sociétalement, ça nous dit quelque chose aussi, toutes ces addictions, quoi. Attends, mais t'as arrêté la weed aussi, alors? Ouais. Vas-y, raconte. Ou t'as arrêté? Bah, quand il y a un pétard qui tourne maintenant et que j'ai envie, je tire une latte, quoi, tu vois. Mais... Rien à voir. C'est le juste une que tu pourrais pas faire si c'était une clope. Voilà, ce que je... Ouais. Ou peut-être que j'y arriverai, une fois que j'aurai vraiment arrêté une longue période, j'arriverai à refumer une cigarette plaisir, peut-être. Mais du coup, oui, ça, c'est vrai que j'ai aussi cet exemple de là avec le pétard, où ça, j'ai réussi, quoi. Putain, bravo, raconte. T'étais un gros fumeur, comment ça s'est fait? Ouais, bah pareil, hein, j'ai commencé le pétard et la clope à peu près au même moment, 14 ans, et j'ai pas arrêté pendant... j'avais quoi, 26, 27 ans? Donc oui, j'ai fumé pendant presque 15 ans, des pétards tous les jours, matin, midi, soir, pareil, ça m'a jamais empêché d'avoir mon bac, d'être pris dans les écoles, de faire passer mes examens, donc je suis toujours très fonctionnel, même en étant drogué, quoi. C'est aussi un problème, finalement. Pas... Ce qui m'a fait arrêter, c'est que je devenais parano, mais littéralement, quoi. Je tirais une latte, crise d'angoisse, le palpitant, et alors là, la petite moulinette dans mon cerveau, mais la moulinette dark. Et j'ai dit, bon, cette plante m'a aidé pendant 10 ans de ma vie. Je pense vraiment que ça m'a ouvert des espaces, que ça a été thérapeutique à un endroit. Mais là, en fait, elle est plus en train de me faire du bien, plus du tout, quoi. Plus du tout. Et aujourd'hui, les weeds que tu trouves aussi, c'est hyper chimique, elles sont hyper violentes, elles sont hyper fortes. Moi, je fume une latte sur les pétards de certains potes, je suis dans le Zion pendant 4 heures, quoi. Donc je pense aussi que ouais, c'est trop fort maintenant, c'est trop fort, et puis franchement la parano, merci mais non merci, quoi. Enfin... J'imagine que tu as dû arriver à un stade assez violent pour prendre la décision d'arrêter. Ah non, mais c'était je tirais une latte, je commençais une crise d'angoisse et je moulinais pendant 4 heures. Donc tu vois, c'était sûr que c'était ça qui déclenchait ce truc là. Et voilà. Et donc stop, quoi. Une fois de temps en temps, voilà, quand j'en ai envie, j'achète un petit bout de shit. Et puis voilà, tu vois, c'est pareil, douceur, quoi. Sinon, voilà, la vie, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je te demandais hier si tu voulais réfléchir à... Si t'avais une anecdote un peu loose en lien avec la clope. Putain, mais vous allez me trouver dégueulasse. Les balances. Dégueu. Donc j'habitais dans un lieu dit, hein, il y avait peut-être 85 âmes. Et donc j'avais des potes et on a commencé à fumer ensemble. Et on avait un peu d'argent de poche, mais voilà, c'était compliqué de pouvoir avoir son paquet pour la semaine, quoi. Et des fois, on se trouvait en rade. Et à l'entrée de mon village, de ce petit lieu-dit, il y avait, qui n'existe plus d'ailleurs, une entreprise de papier. Et donc, il y avait des quais de chargement, déchargement pour les camions. Et donc, il y avait un cendrier extérieur. Et quand on était trop en galère, on allait là, on prenait tout le cendrier qu'on vidait dans un sac plastique, et après, on allait chez mon pote ou chez moi, et on dépiotait tout. On enlevait le noir de la clope écrasée, on coupait le mégot, on enlevait le papier, on récupérait le tabac, et on se faisait des clopes avec du tabac qui avait déjà été fumé. Dégueulasse, quoi. Tu te rends compte jusqu'où on était déjà accro, quoi, en mode clochard, en fait. J'ai vraiment rien contre les personnes sans abri, je devrais pas dire ça. Bien sûr. Mais vraiment en mode pareil, quoi, clope par terre, cendrier, vas-y, et on se reroulait des clopes. Incroyable.
Et on a fait ça longtemps, hein, jusqu'à ce qu'on puisse avoir un peu plus d'argent de poche ou qu'on fasse du babysitting, qu'on arrive à trouver à faire un peu de sous, un peu d'une autre façon. Quoi. Mais un délire, quoi. Je me rappelle de ça quand tu m'as demandé hier. J'étais là en mode, mais les crasse-poules. Oh, les crasse-pouilles. Excellent. Eh ben, merci pour ce moment. Est-ce que si tu devais envoyer un SMS à ton toi du jour... Attends, je vais faire une parenthèse. Là, tu viens d'aller chercher ta cigarette électronique. Ouais, on n'arrête pas de parler de nicotine, Bah ouais. de tabac, de tout ce que ça... Voilà, donc vous entendez clic, clic, clic. Voilà. T'as combien de nicotine dedans? 6 milligrammes. Ok. Ça va. C'est toi qui juge, moi j'en sais rien. J'ai jamais été tentée par la cigarette électronique. Heureusement, parce que je pense que ce serait un biberon. Ben c'est ça. Ah bah tiens, ça c'est un sujet hyper intéressant que je pense que j'ai bien compris aussi. Euh, j'ai un truc avec la succion. Pourquoi tu te marres? Non mais je peux pas parce que même dans ma vie sexuelle ça peut enfin ça se remarque très facilement. Mais j'ai vraiment un truc avec la succion et t'as dit biberon et je pense téton de maman quoi. Enfin je pense allaitement. Mm. Et, et je pense qu'il y a vraiment un truc, il y a vraiment un truc quoi. La cigarette, le mouvement de la langue, l'aspiration, je pense vraiment qu'il y a un truc, je sais pas si c'est psychanalytique, mais en fait ce serait peut-être même juste corporel quoi. Ça nous rappelle quand on tétait quoi. Mm. Et c'est hyper rassurant. Après, ouais, si on pouvait avoir ce comportement-là avec des produits qui nous tuent pas, pourquoi pas, hein. Et donc, du coup, tu tires une latte, deux lattes, tu peux le poser ou tu l'utilises comme un temps de clope? Parce qu'après, il y en a qui commencent à fumer de la cigarette électronique et c'est ad vitam aeternam, jamais ça s'arrête. Alors ma boss, elle m'a dit, Joseph, si tu veux vraiment faire une pause clope avec ta CE, va pas dehors, tire pas 3 lattes et rentre pas en fait. Prends 5 minutes, tu tires plusieurs lattes, vraiment profondément, comme une clope quoi, sinon tu vas pas... Et c'était un très bon conseil. Après c'est vrai que moi, si je tire 3 lattes, enfin mon cerveau il me dit, ah tiens un peu de nicotine, je tire 3 lattes, et en fait l'envie de fumer une vraie clope, elle part tout de suite quoi. Donc ça m'aide vraiment à... Je me rends vraiment compte des cigarettes inutiles, entre guillemets, que je vais pouvoir, que je vais pouvoir fumer, mais juste pour m'occuper les mains. Moi j'ai un truc, je suis assez kinesthésique, tu vois, j'ai... Puis je suis un peu hyperactif aussi, donc j'ai toujours un peu besoin de faire des trucs, de toucher, de... Voilà, et donc du coup je me rends compte aussi que la cigarette avait cette fonction-là, très très fort. Faudrait que tu tires une latte sur ta cigarette électronique et après que tu t'allumes une clope. Et ça se trouve, la clope, tu l'allumerais pas. Mais Une je fois sur l'allume deux. pas du coup. Et ça, je m'en rends déjà compte. Et c'est ça qui est super. Parce que la CE, il y a une prise en main, donc il y a du truc kinesthésique, quoi. Tu vois, il y a un mouvement. Tu as exactement le même mouvement de téter, là, de mettre à la bouche. T'aspires, donc tu as vraiment... tu prends ton cerveau un peu pour un concon, quoi. C'est genre en mode, oui, oui, c'est une cigarette, et t'as un peu de nicotine. Et donc du coup, moi, j'avoue que ça me comble... ça marche vraiment le fake it till you make it quoi. C'est parce que du coup ouais. Et je Génial. peux tirer vraiment 3 lattes, la poser et j'ai plus envie de fumer une clope, j'ai pas envie de voilà quoi. Qu'est-ce que tu voudrais dire au Joseph qui arrêtera de fumer définitivement? J'espère qu'il va continuer à s'aimer de plus en plus au point de pouvoir se combler soi-même et ne pas avoir besoin de rustine et d'à côté pour vivre avec les autres et vivre avec lui quoi. Et je vais lui dire qu'il a toutes les capacités et que ça va prendre un peu de temps, mais que le courage est là, le cœur est là et que ça va bien se passer. Et s'il fait ce qu'on appelle une rechute, ou s'il craque, ou s'il en prend Et une bah, et je que... l'aimerais pas moins. C'est ok de faire une rechute. On n'est pas des robots. Et si j'y arrive pas, c'est que ce sera vraiment un choix en conscience. Et que là, bah, dans ces cas-là, maladie, pas maladie, ça ce sera le loto, quoi. Et ça sous-entendra que tu auras essayé toutes les petites méthodes que tu te gardes dans ta malle à Ouais. tips. Ouais, ouais. Là, l'hypnose, ça me chauffe. Vraiment. Donc, je vais peut-être essayer de me passer à 3 clopes par jour. Et quand j'en serai là, et ben, je pense que j'irai soit commencer par l'acupuncture, soit par l'hypnose. Peut-être que seulement l'un des deux suffira. Et peut-être que ça va suffire.
Ça, c'est mon manuscrit qui sort dans quelques mois. Merci. Le jeu, c'est de l'ouvrir au hasard. Et comme il n'y a pas de hasard, Non, je crois pas. Ouais, tu vas lire le paragraphe sur lequel tes yeux se posent et on voit ce qui se passe. c'est comme un tirage de cartes. Je veux qu'on soit pareil. Ok. Tu tombes sur un encadré. Ouais. Alors, accrochez-vous. Un mégot met 15 ans à se dégrader. Tu te souviens pas de ton mégot jeté il y a plus de 10 ans? C'est pas grave, Mère Nature s'en souvient pour toi. Elle l'a mis dans l'album photo des microparticules. Hashtag Kawa. Kawaii. Kawaii. En 2020, 22,3% de la population mondiale consommait du tabac. Il ne fait donc aucun doute que ces produits sont les principaux déchets qui recouvrent la planète. Les mégots sont le deuxième déchet le plus répandu sur les plages européennes. 40% des déchets ramassés sur les plages de Méditerranée sont des mégots. 15 à 20 000 tonnes de mégots jetés par terre par an sur les plages et les trottoirs, donc sans compter ceux mis dans la poubelle. 4 500 milliards en tout. Oh, putain, c'est un délire. Des substances dangereuses ont été identifiées dans les mégots: arsenic, plomb, nicotine, formaldéhyde. Ces substances pénètrent ensuite dans les milieux aquatiques et dans le sol. Ah non, non, mais de toute façon, à l'image de comment nous, on s'empoisonne avec la nicotine, enfin avec la cigarette, c'est évident que ça fait la même chose sur Mère Nature, c'est évident. Donc j'ai rassemblé beaucoup d'informations et je me suis rendu compte que si j'avais toutes ces informations-là devant moi à l'époque où je fumais et que je voulais pas arrêter, bah, peut-être que ça aurait joué sur la balance pour que j'arrête plus tôt. Et c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais parce que je te sens sensible à tout ça aussi, et de voir à quel point en fait ça peut impacter Mère Nature. Bah ouais, Comment non, ça peut être un argument, quoi. j'en ai pas conscience, quoi, hein. Je le sais très bien. Et c'est bien d'en avoir conscience, sinon t'es complètement hypocrite, en fait. Enfin, et ça, moi, je supporte pas bien l'hypocrisie. Donc je me rends bien compte qu'on est encore face à un paradoxe. Voilà, on est face à un paradoxe, quoi. C'est comme boire du coca, tu vois. Moi, en gueule de bois, là, je suis allé acheter une bouteille de coca. Je sais très bien qu'il faut 3 litres d'eau, je sais que c'est bien, que c'est que de la merde, que c'est du plastique, que c'est même pas bon pour notre corps, que ça nous détruit l'estomac et l'œsophage, mais je suis parti acheter ma bouteille de coca ce matin, quoi. Si tu pouvais changer le passé, tu refumerais? Ouais, hein, t'as vu? Alors là, si des thérapeutes nous écoutent, ils vont trouver ça très intéressant. J'ai pas encore tout dénoué là-dedans, mais j'aurais voulu que mes parents fassent pas semblant que c'était pas grave. J'aurais voulu que mes parents, parce que avec ma petite soeur, on fumait des gros joints dans notre chambre, et clairement, ça sentait la weed dans la maison, tu vois. J'aurais voulu que mes parents, ils fassent pas semblant que c'était pas grave, ouais. J'aurais voulu qu'ils nous proposent un truc. Enfin, je vais parler pour moi, ma soeur, c'est ma soeur. J'aurais voulu qu'ils me proposent un truc. M'emmener voir un psy. J'aurais voulu qu'ils me proposent quelque chose, en fait, parce que oui, c'est l'adolescence, oui, c'est difficile, on est en changement, les hormones, les trucs, les machins, ok. Mais en fait, il y avait un vrai mal-être, je pense. Ouais, J'étais derrière vraiment ça. dans un mal-être. En plus, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc depuis que je suis enfant, ils voient bien que mes comportements sont pas forcément toujours proportionnés ou quoi. Ouais, j'aurais vraiment voulu que. Je pense qu'inconsciemment, fumer des gros ouinges et couler des douilles avec ma petite sœur dans notre propre chambre, alors qu'on sait que nos parents peuvent y rentrer à n'importe quel moment pour dire bonsoir, pour demander un truc ou quoi, c'était quand même une forme de dire d'appel à l'aide inconscient. Et rien, quoi. Rien pendant. J'étais au collège 14 ans, 15 ans, 16 ans, lycée 17, 18. Ouais, moi je suis resté à la maison. Ma soeur a bougé, mais moi je suis resté chez mes parents jusqu'à mes 18 ans. Donc, ouais, ça fait 4 ans de. On te laisse fumer et on fait un petit oui, bon, ça sentait bizarre dans la chambre, mais pas de démarche. Voilà. C'était presque comme un appel à l'aide ou un Ouais, besoin je crois d'un que lien. je l'ai dit, non, je l'ai dit comme ça. Je pense que, en tout cas, il y avait une vraie détresse. Et puis j'ai découvert aussi qu'il y avait un fond dépressif très très génétique aussi, hein, dans ma famille. Donc ouais, j'aurais bien voulu
Et du coup, je pense que ça aurait changé la donne. Mais bon, c'est dur de dire et si, Bah what if. Donc voilà. Mais ouais, j'aurais bien voulu qu'ils prennent ça au sérieux. Parce que sur le développement d'un enfant à 14 ans, on n'est pas un adulte, tu vois, en fait. Et c'est encore eux qui sont responsables de nous. Et on n'est pas vraiment responsable parce qu'on veut faire plus grand, parce qu'on veut être cool, parce qu'on se dit on va être un peu les badass du collège, à aller cacher, à fumer des clopes dans les toilettes. Tu vois, genre, après j'ai pris le vieil accent d'Emeric Lompré, là. Coolos. Et du coup, ouais, franchement, je pense que... Voilà, si j'avais voulu... Et tu vois, c'est pas une réaction qui vient de moi. Nous, tu fais de la merde quand t'es ado, c'est ok, tu vois. Tu fais des expériences. Mais qu'ils se rendent compte que c'était tous les jours, que je fumais tous les jours, qu'on bédavait tous les jours. Ouais, j'aurais bien voulu qu'ils se rendent compte qu'il y avait peut-être... Enfin, que c'était pas normal, en fait. Que ce soit quotidien, que... Ouais, mais bon, je leur en veux pas non plus parce que on fait tout ce qu'on peut avec les outils qu'on a. Et voilà, il y avait clairement une forme de déni, je pense, de leur propre mal-être. Donc voir le mal-être de leurs enfants, ça devait leur briser le cœur aussi, tu vois. Et ils n'avaient pas forcément les outils. Et ouais, et puis peut-être que la culpabilité de se dire qu'ils ont fait des trucs pas bien, j'en sais rien. En tout cas, voilà, si moi je repasse dans le passé, j'aurais bien voulu qu'on me tende une main, en fait. Demander de l'aide, maintenant, c'est facile pour toi ? Ouais, parce que, comme je te dis, la thérapie a fait bouger énormément de choses. Mais tu as dû apprendre à demander de l'aide ? Ouais, j'ai dû apprendre à demander de l'aide parce que j'ai une capacité de gestion assez importante de mes propres émotions, puisque j'en vis énormément tous les jours, beaucoup. mais maintenant, je crois que j'ai un peu réparé la jauge quand ça arrive dans le orange foncé rouge, tu vois. Là, je me dis non, mais là, j'ai besoin d'être accompagné, il faut qu'il y ait une tierce personne, il faut que faut que j'ai un autre outil, un autre point de vue. Mais c'est quand même encore dans le orange bien mûr, rouge, tu vois. Ouais. J'arrive pas encore à me dire, ah oula, je sens la vague arriver. Je pousse un peu quand même toujours. Je suis un peu, en général, dans les extrêmes. Donc là, le orange foncé, je suis fier de moi. Je te le dis tout court. Hein. Mais ouais, maintenant, je demande de l'aide, ouais. Carrément. Pourquoi tu as accepté de répondre à cette interview ? En fait, déjà, je trouve la démarche hyper intéressante parce que on a un peu tendance à tout banaliser chez nous. Le vin, c'est pas grave, l'alcool, c'est pas grave, les clopes, c'est vendu en libre-service, tout ça, c'est pas grave, tu vois. Et bah si, en fait. Et tu vois, là, tous les sujets qu'on a abordés, c'est des trucs auxquels j'avais déjà vraiment, je pense, beaucoup réfléchi. Mon rapport à la cigarette, le truc chamanique, le truc de la société, le truc enfin, tout ça. Et je trouve qu'en fait, c'est une belle porte d'entrée pour parler de plein de choses, et de nous, et du monde dans lequel on évolue en Europe. Et je trouve ça hyper malin, en fait. Et puis, j'ai eu tout de suite une vibe très sympa avec toi. Je te trouve vraiment lumineuse, t'es souriante, et c'est très, très agréable. Et je me suis dit qu'effectivement, oui, j'avais des choses à dire sur le rapport à la cigarette, de par mon histoire. Quand je t'ai tout de suite dit ma maman, tout ça... c'était pile poil, ouais, tu vois, si ça avait été un autre sujet où j'étais là en mode oui, bah non, bah, ça me touche pas trop, je sais pas si je l'aurais fait, mais du coup là, ouais, je pense que ouais, il y avait des choses à dire, et c'est bien, ça réactive un peu mes pensées, voir un peu aussi comment j'ai évolué par rapport à ce que je pensais il y a quelques années et tout, c'est super chouette, je trouve. Génial. Dernière question, qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent ce podcast ? Certains écoutent parce qu'ils vont avoir un craving. Et d'un coup, ça monte, l'envie impérieuse de prendre une clope et ce podcast un peu comme une planche de salut au milieu d'une tempête. Et là, ils t'entendent. Tu aurais envie de leur dire quoi ? Tu t'allonges sur le dos et tu fais mon exercice de respiration pour commencer. T'inspires sur 2, tu expires sur 4. Et quand t'es bien à l'aise, tu t'oxygènes. Après, j'ai envie de te dire que t'es capable de pas la prendre, cette clope, en fait. Et si t'as réussi à arrêter de fumer, c'est que du plus, en fait. Et trouve l'accompagnement, aime-toi, moi je t'aime, et tu vas y arriver. Génial. Et tu dirais que tu manques pas d'air ? Non, je manque pas d'air. J'ai du culot. Génial. Merci Joseph. Merci à toi. J'espère que cette interview vous a plu.
Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la description de l'épisode et tout ce qu'il faut pour s'abonner, liker, commenter, nous retrouver sur les réseaux et même prendre contact si vous voulez nous partager votre témoignage. Bisous à vos horribles cravings et autres impérieuses envies de fumer. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bon sevrage.